Maintenant, David était suspendu dans le noir, aveugle mais pas sourd, écoutant la voix que le pasteur Jane Martin appelait la petite voix silencieuse de Dieu. Le pasteur Martin avait écouté attentivement l'histoire de David, pas une seule fois, mais à de nombreuses reprises ces 10 derniers mois, et il semblait particulièrement heureux de la façon dont David racontait ses impressions pendant la conversation qu'il avait eue avec ses parents après avoir parlé avec M. Ross. Tu avais parfaitement raison, dit le pasteur Martin. Ce n'était pas une autre voix que tu as entendue à la fin, surtout pas la voix de Dieu, sauf dans le sens où Dieu nous parle toujours à travers notre conscience. On croit généralement, David, que la conscience n'est qu'une sorte de censeur, un lieu où sont engendrées les sanctions sociales, mais en fait c'est en soi une sorte d'étranger qui nous guide souvent vers les bonnes solutions, même dans des situations qui dépassent de loin notre compréhension. Est-ce que tu me suis? Je crois, dit David. Tu ne savais pas pourquoi, il était mal de recueillir les lauriers de la guérison de ton ami, mais tu n'en avais pas besoin. Satan t'a tenté, comme il a tenté Moïse, mais toi tu as fait ce que Moïse n'a pas fait ou n'a pas pu faire. D'abord tu as compris, et puis tu as résisté. Et Moïse demanda David, qu'est-ce qu'il a fait? Le pasteur Martin lui avait alors raconté comment, quand les Israélites qu'il avait guidés hors d'Égypte eurent soif, Moïse frappa un rocher avec le bâton d'Aaron et en fit jaillir de l'eau. Et quand les Israélites lui demandèrent à qui ils devaient adresser leurs remerciements, il répondit que c'était à lui. Le pasteur avait pris une gorgée de thé dans une tasse qui portait l'inscription Heureux, joyeux et libre, sauf que le contenu de la tasse ne sentait pas vraiment le thé. De l'avis de David, ça sentait plutôt comme le whisky que son père prenait parfois en regardant les dernières nouvelles du soir. Un tout petit faux pas, dans une longue vie besogneuse au service du Seigneur, avait dit le pasteur Martin d'un ton enjoué. Mais Dieu lui interdit l'entrée de la terre promise à cause de ça. C'est Aaron qui a conduit son peuple par-delà le fleuve, toute cette vilaine troupe d'ingrats. Moïse s'est probablement trouvé très isolé. Cette conversation avait eu lieu un après-midi de juin. À cette époque, tous deux se connaissaient assez bien pour être à l'aise ensemble. David avait pris l'habitude d'aller à l'église le matin, puis de se rendre au presbytère du pasteur méthodiste le dimanche après-midi, et de parler avec lui pendant 1 heure dans son bureau. David attendait ces rencontres avec impatience, et Jane Martin aussi. Il était extrêmement intéressé par cet enfant, qui par moments semblait un petit garçon ordinaire, et tout à coup montrait une maturité exceptionnelle. Mais ce n'était pas tout. Il pensait que David Carver avait été touché par Dieu, et que la main de Dieu était toujours sur lui. Il était fasciné par l'histoire de Brian Ross, et par la façon dont ce qui était arrivé à Brian avait poussé David, parfait illettré religieux de cette fin du XXe siècle, à chercher des réponses, à chercher Dieu. Il avait dit à sa femme que David était le seul converti honnête qu'il eût jamais vu, et que ce qui était arrivé à l'ami de David était le seul miracle moderne dont il eût entendu parler et auquel il pût croire. Brian s'était remis parfaitement, à part une légère claudication, et les médecins avaient même dit qu'elle pourrait disparaître d'ici quelques mois. Ah bah c'est merveilleux, avait répondu madame Martin. Ce sera un grand réconfort pour le bébé et moi si notre jeune ami raconte de drôles de choses sur son instruction religieuse et si tu finis au tribunal, accusé d'attentat à la pudeur sur la personne d'un mineur. Il faut que tu sois très prudente, Jane, et tu es fou de boire en sa présence. Mais je ne bois pas en sa présence, répondit le pasteur, soudain très attiré par un spectacle quelconque de l'autre côté de la fenêtre pour ne pas avoir à regarder sa femme. Comme pour tout le monde, le Seigneur est mon berger. Il continua à voir David le dimanche après-midi. Il n'avait pas encore 30 ans et découvrait le plaisir d'écrire sur une feuille parfaitement blanche. Il ne cessa pas de verser du Seagram dans son thé, une tradition dominicale à laquelle il ne voulait pas renoncer, mais il laissa la porte du bureau ouverte chaque fois que David et lui s'y trouvaient ensemble. La télévision était toujours allumée pendant leur conversation, sans le son et sur des chaînes retransmettant des compétitions sportives, du football la première fois, puis du basket ou du baseball. C'est au cours d'un de ces matchs de baseball, sans le son, entre les Indians et les Angels, que David réfléchit à l'histoire de Moïse et de l'eau jaillissant du rocher. Au bout d'un moment, il quitta l'écran de télévision des yeux et dit « Dieu n'est pas très indulgent, n'est-ce pas ?»« Si, avait répondu le pasteur. En fait, il l'est. Il le faut bien, parce qu'il est tellement exigeant. »« Mais il est cruel aussi, avait dit David. »« Oui, Dieu est cruel. Et j'ai du maïs, David. Est-ce que tu veux qu'on fasse du pop-corn »
Maintenant, David était suspendu dans le noir, écoutant le Dieu cruel du pasteur Martin, celui qui avait refusé à Moïse l'entrée dans la terre promise, parce qu'une fois Moïse avait pris l'œuvre de Dieu à son propre compte, ce Dieu qui l'avait utilisé d'une certaine façon pour sauver Brian Ross, ce Dieu qui avait ensuite tué sa gentille petite sœur et placé le reste de la famille entre les mains d'un géant fou qui avait les yeux vides d'un homme dans le coma. Il y avait d'autres voix dans ce lieu sombre où il allait quand il priait. Il les entendait fréquemment quand il y était, lointaines en général, comme les voix parasites qu'on entend en arrière-fond au téléphone, mais parfois plus claires. Aujourd'hui, l'une d'elles était parfaitement claire. Si tu veux prier, prie pour moi. Pourquoi prierais-tu un Dieu qui tue les petites sœurs? Jamais plus tu ne riras en la trouvant tellement drôle, jamais plus tu ne la chatouilleras jusqu'à ce qu'elle piaille, jamais plus tu ne lui tireras les nattes. Elle est morte, et tes parents et toi êtes en prison. Quand il reviendra, le flic fou, il vous tuera probablement tous les trois, et les autres aussi. C'est ce que ton Dieu a fait, et honnêtement, que peux-tu attendre d'un Dieu qui tue les petites sœurs? Il est aussi fou que le flic, si tu y réfléchis bien. Et pourtant tu t'agenouilles devant lui. Allons, David, saisis ta chance, reprends pied. Prie-moi, moi, au moins, je ne suis pas fou. Il n'était pas ébranlé par la voix, pas vraiment en tout cas, il l'avait déjà entendue. La première fois, elle était comme enveloppée dans sa puissante envie de donner à ses parents l'impression qu'il avait ramené Brian des profondeurs de son coma. Il l'entendait plus clairement, plus personnellement pendant ses prières quotidiennes, et cela l'avait troublé, mais quand il en avait parlé au pasteur Martin, quand il lui avait raconté comment cette voix intervenait constamment, comme si elle se trouvait sur un autre poste téléphonique, le pasteur Martin s'était contenté de rire. Comme Dieu, Satan nous parle plus clairement lors de nos prières et pendant que nous méditons. C'est à ces moments que nous sommes le plus ouverts, le plus réceptifs, le mieux en contact avec notre pneuma. Pneuma avait demandé David. Qu'est-ce que c'est? C'est l'esprit, ce qui, en toi, tend à accomplir le potentiel que Dieu t'a donné et à atteindre l'éternité. Ce que Dieu et Satan se disputent. Il lui avait enseigné quelques mantras à utiliser en de telles circonstances, et David en fit usage. Vois en moi, sois en moi, pensa-t-il encore et encore. Il attendait que la voix de l'autre faiblisse, mais il avait aussi besoin de surmonter la douleur. Elle ne cessait de revenir comme une crampe. Penser à ce qui était arrivé à la puce lui faisait si profondément mal. Et oui, il en voulait à Dieu d'avoir laissé le flic fou la pousser dans l'escalier. Il lui en voulait, non, il le haïssait. Assis sur son rocher stérile, tandis qu'Aaron conduisait les autres par-delà le fleuve dans le pays du lait et du miel, Moïse avait-il haï Dieu? Ou bien, comme l'avait laissé entendre le pasteur Martin, était-il seulement content de les voir s'éloigner, de ne plus avoir ses nuits éclairées par les si gênants piliers de feu? Vois en moi, Seigneur, sois en moi, Seigneur, vois en moi, sois en moi. La voix de Satan, si c'était bien la sienne, David ne pouvait l'affirmer, s'estompa, et pendant un moment, il n'y eut plus que l'obscurité. Dis-moi quoi faire, Seigneur, dis-moi ce que tu veux, et si c'est ta volonté que nous mourions ici, aide-moi à ne pas perdre du temps avec la colère, ou la peur, ou les interrogations. Au loin, un coyote hurla, puis plus rien. Il attendit, essayant de rester ouvert, mais toujours rien. Il finit par abandonner et prononça les mots que le pasteur Martin lui avait appris pour terminer la prière, les murmurant dans ses mains jointes. Seigneur, apprends-moi à m'aider moi-même et aide-moi à me rappeler que tant que je ne m'aiderai pas moi-même, je ne saurais être utile aux autres. Aide-moi à ne pas oublier que tu es mon Créateur. Je suis ce que tu m'as fait, parfois le pouce de ta main, parfois la langue dans ta bouche. Fais de moi un vaisseau qui soit entièrement à ton service. Merci. Amen. Il ouvrit les yeux. Et comme toujours, il regarda d'abord l'obscurité entre ses mains jointes, et comme toujours, la première chose que cela lui rappela fut un œil, un trou comme un œil. Mais l'œil de qui? De Dieu? Du diable? Ou seulement le sien? Il se leva, se retourna lentement et regarda ses parents. Il le regardait aussi, Hélène stupéfaite, Ralph grave. Enfin, Dieu soit loué, est-ce que tu priais vraiment lui demanda sa mère, comme il se taisait. Tu es resté à genoux presque une demi-heure, et j'ai pensé que tu avais dû t'endormir. Est-ce que tu priais? Oui, dit David. Et tu fais ça tout le temps, ou est-ce une occasion spéciale? Je le fais 3 fois par jour, répondit David. Le matin, le soir, et une fois entre les deux.
Entre les deux, c'est pour remercier pour les bonnes choses qui m'arrivent et demander de l'aide pour ce que je ne comprends pas. Il y a toujours plein de choses que je ne comprends pas, ajouta David avec un rire nerveux. Et ça t'est venu récemment demanda sa mère. Ou le fais-tu depuis que tu as commencé à te rendre dans cette église? Elle le regardait toujours avec une perplexité qui mettait David mal à l'aise. À cause de son œil au beurre noir, le flic lui avait fait un sacré cocard, mais pas seulement, pas essentiellement à cause de ça. Elle le regardait comme si elle ne l'avait encore jamais vu. Il le fait depuis l'accident de Brian, dit Ralph. Il leva une main et toucha l'enflure au-dessus de son œil gauche, grimaça et laissa retomber sa main. Il regardait David à travers les barreaux, aussi gêné que son fils. « Je suis monté te dire bonsoir une fois, quelques jours après le retour de Brian chez lui, et je t'ai vu à genoux au pied de ton lit. Au début, j'ai cru que peut-être, enfin je ne sais pas, que tu faisais autre chose, et puis j'ai entendu en partie ce que tu disais, et j'ai compris. » David sourit et se sentit rougir. C'était plutôt absurde dans ces circonstances, mais enfin. « Je parle dans ma tête maintenant, dit David. Je ne bouge même plus les lèvres. Des copains m'ont entendu marmonner tout seul un jour en études, et ils ont pensé que je devenais gâteux. Ah, peut-être qu'il te comprend, mais pas moi, dit Hélène. Et je parle à Dieu, dit David. C'était embarrassant, mais peut-être que s'il le disait franchement tout d'un coup, il n'aurait pas à le répéter. C'est ça la prière, reprit-il, c'est parler à Dieu. Au début, on a l'impression de se parler à soi-même, mais après, ça change. Et est-ce que c'est une chose que tu sais par toi-même, David demanda Hélène. Ou bien est-ce une chose que t'as dit de ton nouveau copain du dimanche? C'est quelque chose que je sais par moi-même, répondit David. Et est-ce que Dieu te répond? Il arrive que je croie l'entendre, dit David, en plongeant la main dans sa poche pour toucher la cartouche du bout des doigts. Et une fois, je sais que c'était lui, je lui ai demandé de guérir Brian. Quand papa m'a emmené à l'hôpital, après je suis allé dans les bois de Bear Street, et je suis monté sur la plateforme que Brian et moi avons construite dans un arbre. J'ai demandé à Dieu de le guérir. Et j'ai dit que s'il le faisait, je lui donnerais une reconnaissance de dette. Tu sais ce que c'est? Oui, David, répondit Hélène, je sais ce que c'est qu'une reconnaissance de dette. Et est-ce qu'il t'a demandé le remboursement, ton Dieu? Pas encore, dit David. Mais quand je me suis levé pour redescendre de l'arbre, Dieu m'a dit de laisser mon autorisation de sortie à un clou qui sortait de l'écorce, là-haut. C'est comme s'il voulait que je la rapporte, mais à lui, au lieu de madame Hardy au secrétariat. Et puis autre chose. Il voulait que j'en apprenne autant que je pourrais sur lui, ce qu'il est, ce qu'il veut, ce qu'il fait, et ce qu'il ne veut pas. Je n'ai pas entendu ça avec des mots, mais j'ai entendu le nom de l'homme auprès duquel je devais aller, le pasteur Martin. C'est pour ça que je suis allé à l'église méthodiste. Je ne crois pas que la marque de fabrique compte beaucoup pour Dieu. Il m'a juste dit d'aller à l'église pour mon cœur et mon âme, et d'aller voir le pasteur Martin pour mon esprit. Au début, je ne savais même pas qui était le pasteur Martin. Mais si, protesta Hélène Carver, de la voix douce et apaisante de quelqu'un qui vient de comprendre que son interlocuteur souffre de troubles mentaux. Jane Martin est venue chez nous 2 ou 3 ans d'affilée pour collecter des fonds pour l'aide humanitaire en Afrique. Ah bon? Dit David. Moi je ne l'ai pas vue. J'étais peut-être à l'école. Mais non, affirma sa mère. Il venait aux environs de Noël, alors tu ne pouvais pas être à l'école. Et maintenant, écoute-moi, David, très attentivement. Quand l'accident de Brian est arrivé, il est possible, eh bien je ne sais pas, que tu aies eu besoin d'une aide extérieure. Alors ton subconscient t'a fourni le seul nom qu'il connaissait. Le Dieu que t'as entendu dans tes moments de peine n'était que ton subconscient à la recherche de réponses. Je n'approuvais déjà pas sa lecture obsessionnelle de la Bible, dit-elle en se tournant vers Ralph. Mais ça, pourquoi ne m'as-tu pas parlé de cette histoire de prière? Oh, ça m'a semblé trop intime, répondit Ralph avec un haussement d'épaule et sans croiser son regard. Et ça ne fait de mal à personne. Oh non, dit Hélène, la prière, c'est formidable. Sans elle, jamais l'écartèlement ni les bûchers n'auraient été inventés. Elle parlait d'une voix que David avait déjà entendue, une voix nerveuse, autoritaire, que sa mère adoptait quand elle luttait pour ne pas s'effondrer. C'était la même que lorsque Brian était à l'hôpital. Elle avait parlé comme ça pendant plus d'une semaine, même après que Brian se fût rétabli. Le père de David se détourna d'elle, les mains dans les poches, le regard fixé par terre. Cela sembla la rendre plus furieuse que jamais. Elle se retourna vers David, la bouche tremblante, les yeux luisants de larmes. « Et quel genre de marché a-t-il fait avec toi, ce Dieu merveilleux? Est-ce que ça ressemble à un échange de cartes de baseball avec un de tes copains? Est-ce qu'il t'a dit
Et je t'échange Brian Ross, 1984, contre Christine Carver, 1988. Est-ce que c'est ça? Madame, c'est votre enfant, et je ne veux pas m'interposer entre vous. Mais pourquoi ne le laissez-vous pas tomber? Je crois que vous avez perdu votre petite fille. Moi, j'ai perdu mon mari. Nous avons tous eu une mauvaise journée. C'était la femme qui avait tiré sur le flic. Elle était assise au bout de son lit de camp, ses cheveux noirs lui collaient aux joues comme des ailes désarticulées, mais elle ne cachait pas son visage. Elle avait l'air en état de choc, brisée et fatiguée, surtout fatiguée. David ne se souvenait pas avoir jamais vu des yeux aussi las. Il crut un moment que sa mère allait retourner sa rage contre la femme aux cheveux noirs. Cela ne l'aurait pas surpris. Il arrivait qu'elle explose comme une véritable bombe avec de parfaits étrangers. Il se souvenait d'une fois, il avait environ 6 ans, où elle avait pratiquement pulvérisé un candidat aux élections qui faisait campagne devant le supermarché de leur quartier. Le type avait commis l'erreur tactique d'essayer de lui donner une brochure alors qu'elle avait les bras chargés de courses et qu'elle était en retard à un rendez-vous. Elle s'était retournée vers lui comme un fauve, lui avait demandé pour qui il se prenait, quelles étaient ses convictions, quelle était sa position concernant le déficit commercial et s'il avait jamais fumé du hache ou s'il soutenait les droits des femmes. Sur ce dernier point, le type s'était montré enthousiaste. « Oh oui, il soutenait le droit des femmes », avait-il fièrement répondu à Hélène Carver. « Bien, formidable », avait dit Hélène, « parce que je revendique le droit de vous dire de dégager immédiatement et de disparaître de mon chemin. » Et le pauvre type s'était enfui à toutes jambes. David l'avait compris, mais quelque chose dans le visage de la femme aux cheveux noirs, Marie, elle s'appelait Marie, se dit David, fit changer sa mère d'avis. Pour autant qu'elle ait eu l'intention de la pulvériser. Elle reporta son regard sur son fils. « Alors, un mot du grand Dieu sur la façon dont nous sommes censés sortir d'ici? Tu es resté assez longtemps à genoux, tu dois avoir reçu un message, quel qu'il soit. »« Mais arrête de le torturer, rugit Ralph. Arrête. Est-ce que tu crois être la seule à souffrir ?» Elle lui adressa un regard dangereusement méprisant, puis reporta ses yeux sur David. « Alors ?»« Non, pas de message, dit David. »« Quelqu'un arrive, intervint Marie. Il y avait une fenêtre derrière son lit de camp. Elle monta sur le lit et essaya de voir dehors. « Oh merde, des barreaux et une vitre cathédrale avec du fil de fer dedans. Mais je l'entends. » David l'entendit aussi. Un moteur approchait. Le son enfla soudain, tonitruant, accompagné d'un crissement de pneus. Il se tourna vers le vieil homme. Celui-ci haussa les épaules et leva les mains, paumes vers le ciel. David entendit ce qui pouvait être un cri de douleur, puis un autre, humain cette fois. Il aurait préféré croire que c'était le rugissement du vent dans une gouttière, mais non, c'était un cri humain. « Nom de... » dit Ralph. « Quelqu'un qui hurle à la mort. C'est le flic, vous croyez ?»« Oh Seigneur, je l'espère !» s'écria farouchement Marie, toujours debout sur son lit, s'efforçant de percer le mystère de la fenêtre inutile. « J'espère que quelqu'un est en train d'arracher les poumons de la poitrine de ce fils de salaud. » Elle les regarda à tour de rôle. Ses yeux étaient toujours lasses, mais maintenant ils brillaient aussi d'excitation. « C'est peut-être de l'aide, ajouta-t-elle. Y avez-vous pensé? Ce pourrait être de l'aide. » Le moteur, pas très proche, mais pas très éloigné non plus, rugit à nouveau. Les pneus crissèrent comme dans les films et à la télévision, mais presque jamais dans la vie. Puis il y eut un bruit d'écrasement. Du bois, du métal, les deux peut-être. Un bref coup de klaxon, comme si quelqu'un avait touché l'avertisseur par inadvertance. Un hurlement de coyote s'éleva, modulé, cristallin. Puis un autre, et un autre encore. Les coyotes semblaient se moquer de l'idée de la femme aux cheveux noirs. Maintenant, le moteur approchait, ronronnant calmement, presque comme à l'arrêt. L'homme aux cheveux blancs était assis au pied de son lit de camp, les mains serrées l'une contre l'autre entre ses cuisses. Sans lever les yeux de ses mains, il dit d'une voix aussi craquelée et poussiéreuse que les lacs salés asséchés au nord et à l'ouest d'ici. « Pas la peine d'espérer, c'est que lui. Je reconnais le bruit de son moteur. »« Je refuse de le croire, » déclara Hélène Carver. « Refusez tant que vous voulez, » dit l'homme aux cheveux blancs. « Ça ne change rien. Je faisais partie de la commission qui a voté l'achat d'une nouvelle voiture pour la ville, juste avant que se termine mon mandat et que j'arrête la politique. Je suis allé à Carson City en novembre avec Collie et Dick et on l'a achetée à une vente aux enchères. Cette voiture-là. J'ai mis la tête sous le capot avant qu'on surenchérisse et je l'ai ramenée ici. J'ai fait du 100, comme du 180 à l'heure avec. Je la connais. Oh oui, c'est bien elle. »
Et tandis que David se retournait pour regarder le vieil homme, la petite voix tranquille, celle qu'il avait entendue pour la première fois dans la chambre d'hôpital de Brian, lui parla. Comme d'habitude, son arrivée fut une surprise, et les 2 mots qu'elle prononça ne furent pas immédiatement intelligibles. Le savon. Il entendit ces mots aussi clairement qu'il avait entendu « Tu pries déjà » quand il était assis au poste de guet Viet Cong avec les yeux fermés. Le savon. Il regarda dans le coin de la cellule qu'il partageait avec le vieux monsieur aux cheveux blancs, au fond et à gauche. Il y avait des toilettes à la turque, et à côté un vieux lavabo en porcelaine taché de rouille. Près du robinet se trouvait un pain vert, de ce qui ne pouvait être que du savon Irish Spring. Dehors, le son du moteur de la voiture de police de désolation enfla en approchant. Un peu plus tard, les coyotes hurlèrent à nouveau. David pensait de plus en plus que ces hurlements ressemblaient aux rires de fous après que le personnel aurait déserté l'asile. La famille Carver avait été trop bouleversée et trop concentrée sur son ravisseur pour remarquer le chien mort suspendu au panneau de bienvenue à l'entrée de la ville, mais John Marinville était un observateur professionnel. En vérité, il eût été difficile maintenant de ne pas voir le chien. Depuis le passage des Carver, les busards l'avaient trouvé. Ils s'étaient rassemblés sous la carcasse, les oiseaux les plus laids que Johnny ait jamais vus, l'un tirant la queue du vieux berger allemand, l'autre déchiquetant une de ses pattes qui pendait. Le corps oscillait au bout de la corde qui lui en serrait le cou. Johnny émit un râle de dégoût. « Des busards » dit le flic. « Bon sang, c'est pas rien !» Sa voix s'était considérablement épaissie. Il avait éternué 2 fois de plus en chemin, et la seconde fois, il y avait des dents dans le sang qui avait giclé de sa bouche. Johnny ne savait pas ce qui lui arrivait, et il s'en moquait. Il voulait seulement que ça aille vite. « Je vais vous dire quelque chose au sujet des busards, » continua le flic. « Ils s'éveillent au sommeil des autres, et c'est au ralenti qu'ils veillent. Ils apprennent en allant où ils doivent aller. Vous n'êtes pas d'accord, mon capitaine ?» Un flic fou qui citait des poèmes. C'était d'un sartrien. « Si vous le dites, » dit Johnny. Il n'avait plus l'intention de s'opposer au flic, s'il pouvait l'éviter. Ce type semblait se détruire de lui-même, et Johnny voulait être là quand le processus aboutirait à son terme. Ils dépassèrent le chien mort et les choses sinistres et pelées qui s'en repaissaient. Et les coyotes, Johnny, que voulaient-ils ? Mais il refusait de s'abandonner à la pensée des coyotes qui se tenaient alignés des 2 côtés de la route à intervalles réguliers, comme une haie d'honneur, et puis qui partaient tels des anges bleus dès que la voiture était passée, retournant dans le désert, comme s'ils avaient la tête en feu et que leur cul la rattrapait. « Ils pètent, vous savez, » dit le flic de sa voix imbibée de sang. « Les busards, ils pètent ?»« Ah bon, je ne le savais pas, » dit Johnny. « Mais oui, monsieur, » reprit le flic. « C'est les seuls oiseaux qu'ils font, d'ailleurs. Je vous le dis pour que vous puissiez le mettre dans votre livre. Chapitre 16 de Voyage avec Harley. » Johnny se dit que jamais le titre provisoire de ce livre ne lui avait paru aussi radicalement stupide. La voiture dépassa les bâtiments de la compagnie minière. Il y avait quelques voitures et quelques camions sur le parking, mais Johnny leur trouva un air bizarre. Le travail était terminé à 7 heures, et depuis longtemps. Pourquoi ces voitures n'étaient-elles pas devant chez elles ? « Oui, tout à fait, » dit le flic, en levant une main comme pour encadrer une image. « Je le vois maintenant. Chapitre 16. Les busards-péteurs de désolation. On dirait le titre d'un roman d'Edgar Rice Burroughs, tu ne trouves pas ? Burroughs était bien meilleur écrivain que toi, et tu sais pourquoi ? Parce qu'il n'avait pas de prétention. Il connaissait ses priorités, raconter son histoire, faire son travail, et donner aux gens quelque chose qui les divertisse, sans qu'ils se sentent trop stupides, et se garder des journaux à scandale. « Mais où m'emmenez-vous » demanda Johnny, en prenant un ton aussi neutre que possible. « En prison » répondit le grand flic de sa voix encombrée. « Où tout ce que vous pourrez braire sera utilisé contre vous, en une sorte de croassement. » Il passait maintenant devant un emplacement pour caravane. Johnny vit un panneau devant une caravane rouillée au toit déformé et lut. « Je suis un fils de pute qui porte un flingue, boit de l'agnole, lit la Bible et casse du Clinton. Le chien, c'est rien. Faites plutôt gaffe à son propriétaire. » « Bienvenue dans l'enfer de la musique country, » se dit Johnny. Il se pencha en avant et grimaça quand se réveilla dans son dos la douleur que les coups du flic lui avaient infligée. « Vous avez besoin d'aide » dit Johnny au flic, en donnant à sa voix un ton gentil et surtout pas accusateur. « Vous vous en rendez bien compte, non ?»« C'est toi qui as besoin d'aide, » répondit le flic. « D'aide spirituelle, physique et littéraire, tac. Mais personne ne te viendra en aide, Johnny.
T'as bouffé ton dernier déjeuner littéraire et baisé ta dernière putain d'intello. Tu es seul dans le désert, et tu vas vivre les plus longs 40 jours et 40 nuits de toute ta vie inutile. » Ces mots résonnèrent dans sa tête comme le tintement d'une cloche fêlée. Johnny ferma un moment les yeux, puis les rouvrit. Ils étaient en ville maintenant. Il passait devant l'institut de beauté Gale d'un côté et la quincaillerie Droghery de l'autre. Il n'y avait personne sur les trottoirs, absolument personne. Jamais il n'avait vu de petite ville de l'Ouest très affairée, mais à ce point c'était un record. Personne du tout. Par la vitre du bureau de la station d'essence Conoco, il aperçut un type dans un fauteuil, les pieds sur son bureau, mais c'était tout. Devant eux, deux animaux traversèrent entre-temps ce qui semblait être le seul carrefour de la ville, passant en diagonale sous les feux. Johnny tenta de se persuader que c'étaient des chiens, mais ce n'étaient pas des chiens, c'étaient des coyotes. « Ce n'est pas que dans la tête du flic, Johnny, ne te fais pas d'illusions, se dit-il. Il se passe quelque chose de pas normal ici, quelque chose de pas normal du tout. » Alors qu'ils arrivaient au croisement, le flic écrasa la pédale de frein. Johnny, qui ne s'y attendait pas, fut projeté en avant dans le filet, le séparant du siège du flic. Il se cogna le nez et hurla de nouveau, surpris par l'intensité de la douleur. Le flic ne lui prêta pas la moindre attention. « Billy Rancourt !» s'écria le flic avec ravissement. « Bon sang, c'est Billy Rancourt. Je me demandais où il se cachait. Il devait être ivre dans la cave du tambour crevé, je parie. Je te le donne en 1000. Billy les grosses boules. Ah, si je m'attendais à ça !»« Oh, bon Dieu !» cria Johnny, qui venait de constater que son appendice s'était remis à saigner et dont la voix sonnait à nouveau comme une corne de brume. « Ah, Seigneur, ça fait balle !»« Oh, tais-toi, bébé, dit le flic. Est-ce que tu peux être douillet ?» Il recula un peu pour tourner vers l'ouest dans la rue transversale, abaissa sa fenêtre et sortit la tête, dévoilant sa nuque qui avait pris la couleur de vieilles briques noircies par le temps, toutes tachées, parcourues de craquelures dont certaines luisaient de sang. « Billy ! Oh, Billy Rancourt, hé, vieux con !» L'extrémité ouest de Désolation avait des allures de zone résidentielle, poussiéreuse et sans âme, mais peut-être 1 ou 2 degrés au-dessus d'un camp de caravaning. À travers ses yeux pleins de larmes, Johnny vit un homme en jean et chapeau de cow-boy au milieu de la rue. Il regardait 2 bicyclettes qui attendaient là, debout sur leur selle, leurs roues tournant dans le vent. Il y en avait 3, mais la plus petite, une rose bonbon pour petite fille, était tombée dans le vent qui fraîchissait. Les roues des 2 autres tournaient à toute vitesse. Le type leva les yeux, vit la voiture, fit un signe hésitant de la main et s'approcha. Le flic rentra sa grosse tête carrée. Il se retourna pour regarder Johnny, qui comprit sur le champ que le type ne pouvait avoir bien regardé ce représentant particulier de la loi. S'il l'avait fait, il aurait pris ses jambes à son cou. La bouche du flic avait l'aspect rétréci et pincé de lèvres qui n'ont plus de dents pour les retenir, et du sang coulait aux commissures en filets rouges. Un de ses yeux était une poche de sang parcourue par une lueur grise qui parfois arrivait à surnager. Du sang frais couvrait la moitié supérieure de sa chemise kaki. « C'est Billy Rancourt, confia-t-il d'un air joyeux. Il me coupe les cheveux, et je le cherchais justement. Il boit un peu, ajouta-t-il sur un ton de confidence. Puis il se rassit face à la route, passa une vitesse et appuya violemment sur l'accélérateur. Le moteur rugit, les pneus crissèrent. Johnny fut projeté contre le dossier et hurla de surprise. La voiture bondit en avant. Johnny s'accrocha au filet et se rassit convenablement. Il vit l'homme en jean et chapeau de cow-boy, Billy Rancourt les grosses boules, qui restait planté au milieu de la route, à 3 mètres des bicyclettes, figé, les regardant arriver. Il sembla enflé à travers le pare-brise de la voiture qui fonçait sur lui, comme par un effet spécial au cinéma. « Non !» cria Johnny en frappant le filet de la main gauche derrière la tête du flic. « Mais non, arrêtez! Ne faites pas ça! Attention !» À la dernière minute, Billy Rancourt comprit et tenta de fuir. Il partit sur sa droite, vers une maison délabrée derrière une clôture de bois, mais c'était trop tard. Il hurla, et il y eut un choc quand la voiture le frappa suffisamment fort pour que la carrosserie tremble. Du sang éclaboussa la clôture, et la voiture rebondit 2 fois quand les roues passèrent sur l'homme tombé par terre. Puis la voiture renversa la clôture. Le grand flic écrasa le frein, s'arrêtant dans la cour de terre battue de la maison. Johnny fut à nouveau projeté en avant contre le filet, mais cette fois il eut le temps de lever un bras et de baisser la tête pour protéger son nez. « Billy, pauvre con !» s'exclama le flic. « Tac, Anne là !» Billy Rancourt hurla.
Johnny se retourna sur son siège et le vit qui rampait tant bien que mal vers le côté nord de la rue. Il ne pouvait pas aller très vite, il traînait une jambe cassée. On voyait l'empreinte des pneus sur le dos de sa chemise et sur son jean. Son chapeau de cow-boy gisait sur le trottoir, tourné à l'envers comme les bicyclettes. Billy Rancourt le heurta du genou, le renversant sur le côté, et du sang coula sur le bord comme de l'eau. Le sang sortait à flots de son crâne fendu, de son visage écrabouillé. Il était gravement blessé, mais bien qu'il ait été percuté de plein fouet, puis qu'on lui ait roulé dessus, il ne semblait pourtant pas près de mourir. Cela ne surprit pas vraiment Johnny. La plupart du temps, il en faut beaucoup pour tuer un homme. Il l'avait vu à maintes reprises au Vietnam. Des types en vie avec la moitié de la tête emportée, des types en vie avec leurs boyaux se déversant sur leurs genoux et attirant les mouches. Des types en vie avec leurs carotides se vidant entre leurs doigts sales. Les gens ont en général du mal à mourir, et c'est ce qu'il y a de plus horrible. « Yaouh !» hurla le flic. Il passa la marche arrière. Les pneus crissèrent et descendirent le trottoir en écrasant le chapeau de cow-boy de Billy Rancourt. Le coffre de la voiture heurta une des bicyclettes, un sacré choc qui fissura la lunette arrière. Bicyclette qui disparut un moment avant de retomber à l'avant sur le capot. Johnny eut le temps de voir que Billy Rancourt ne rampait plus, qu'il les regardait par-dessus son épaule et que son visage couvert de sang exprimait une inimaginable résignation. « Il n'avait même pas 30 ans, se dit Johnny, et il n'est plus. » La voiture, en marche arrière, passa sur le corps et s'arrêta, comme ça, contre le trottoir d'en face. Le flic actionna le klaxon du coude, le faisant retentir une fraction de seconde, tandis qu'il se retournait vers l'avant. Devant la voiture, Billy Rancourt gisait à plat ventre dans une énorme flaque de sang. Un de ses pieds se tordit, puis s'immobilisa. « Ouais, quel carnage !» dit le flic. « Mais vous l'avez tué !» dit Johnny. Soudain, il se moquait de ménager ce type, de lui survivre. Il se moquait du livre, de sa Harley et de l'endroit où pouvait se trouver Steve Ames. Peut-être plus tard, s'il y avait un plus tard, se préoccuperait-il de ces choses, mais pas maintenant. Maintenant, alors qu'il était sous le choc, une version ancienne de sa personne était sortie de quelques recoins à l'intérieur de lui-même. Une version primitive du Johnny Marinville qui se moquait comme d'une guigne du Pulitzer ou d'autres grands prix littéraires, qui n'avait plus la moindre envie de baiser une actrice, avec ou sans émeraude. « Vous l'avez écrasé comme un lapin, brave garçon !» dit Johnny. Le flic se retourna et le regarda longuement de son œil valide avant de se remettre face au pare-brise. « Je te montre la voie de la sagesse, » dit le flic. « Je te conduis dans les sentiers de la droiture. Si tu marches, ton pas ne sera point gêné, et si tu cours, tu ne chancelleras point. C'est tiré du livre des adverbes, mais je crois que le vieux Billy a chancelé. Oui, je crois. Il a toujours eu des pieds de plomb, et je crois que c'était son principal problème. » Johnny ouvrit la bouche. Ce fut une des très rares fois de toute sa vie où rien n'en sortit, et c'était peut-être aussi bien. « Retiens la leçon, reprit le flic, et ne t'en dessaisis pas. Garde-la, car elle est ta vie. C'est un petit conseil dont vous pourriez tirer profit, monsieur Marinville, mais excusez-moi une minute. » Il sortit de la voiture et s'approcha de l'homme mort. Ses bottes brillèrent un instant avant que le vent les recouvre de sable. Il y avait une grosse tache de sang sur le fond de son pantalon d'uniforme, et quand il se baissa pour soulever feu Billy Rancourt, Johnny vit encore du sang qui s'écoulait à travers la couture ouverte sous le bras du flic, comme s'il transpirait littéralement du sang. « C'est peut-être le cas, se dit-il. C'est probablement le cas. Je crois qu'il est sur le point d'entrer en état de choc et de se saigner à blanc, comme parfois les hémophiles. S'il n'était pas si incroyablement grand, il serait probablement déjà mort. Tu sais ce qu'il te reste à faire, n'est-ce pas ? » Oui, bien sûr qu'il le savait. Il avait mauvais caractère, un caractère détestable, et il semblait que malgré tout ce que ce meurtrier maniaque avait pu lui faire, cela n'avait pas changé. Il ne lui restait qu'à contrôler ce mauvais caractère. Plus de plaisanterie, comme il venait d'en faire à l'instant, en appelant le flic « brave garçon ». Cela lui avait valu un regard qu'il n'avait pas aimé du tout, un regard dangereux. Le flic avait transporté le corps de Billy Rancourt de l'autre côté de la route, passant entre les deux bicyclettes tombées par terre et près de celles dont les roues tournantes étincelaient dans la lumière du soir. Il écrasa du pied la clôture défoncée, monta les marches du perron de la maison et rééquilibra son fardeau pour rouvrir la porte, qui céda sans problème. Johnny n'en fut pas surpris. Les gens dans ce coin ne devaient pas prendre la peine de verrouiller leur porte. « Il va falloir qu'il tue les gens à l'intérieur, » se dit Johnny. « C'est pratiquement automatique. » Mais le flic se contenta de se pencher, de se délester de son fardeau et de revenir sur le porche.
Il referma la porte et s'y essuya les mains, laissant des traînées de sang sur le linteau. Il était si grand qu'il avait à peine eu besoin de lever les bras pour l'atteindre. Ce geste provoqua un frisson dans le dos de Johnny. C'était comme un passage du livre de l'Exode, instruction à l'ange de la mort de passer. Sauf que cet homme était l'ange de la mort. Le flic regagna la voiture, y monta et revint calmement vers le croisement. « Pourquoi l'avez-vous mis dans cette maison » demanda Johnny. « Qu'est-ce que vous auriez voulu que je fasse » demanda le flic d'une voix plus épaisse que jamais, comme s'il se gargarisait à chaque mot. « Que je le laisse au busard ? J'ai honte de vous, mon capitaine. Vous avez vécu si longtemps avec des gens soi-disant civilisés que vous commencez à penser comme eux. »« Et les chiens » commença Johnny. « Un homme n'est pas un chien » dit le flic d'une voix pincée et professorale. Il tourna à droite au croisement, puis presque immédiatement à gauche, pour s'engager sur un parking juste à côté de l'hôtel de ville. Il arrêta le moteur, sortit et ouvrit la porte arrière droite, ce qui épargna au moins à Johnny la douleur et l'effort de faire glisser son corps meurtri derrière le siège affaissé du conducteur. « Un poulet n'est pas un repas, et un homme n'est pas un chien, Johnny. Pas même un homme comme toi. Allez, sors de là, allez hop !» Johnny sortit. Il fut saisi par le silence. Les bruits qu'il pouvait entendre, le vent, le crépitement de la poussière alcaline contre le pignon de briques de l'immeuble des services municipaux, un grincement monotone pas très loin de là, ne faisaient qu'approfondir ce silence, le transformer en une véritable chape. Il se déplia, grimaçant de douleur à cause de son dos et de sa jambe, mais il lui fallait réchauffer le reste de ses muscles gravement ankylosés. Puis il se força à lever les yeux vers ce qui restait du visage du flic. La taille de l'homme était intimidante, dérangeante. Ce n'était pas seulement parce qu'avec son mètre 85, Johnny était plus habitué à baisser les yeux vers les gens qu'à les lever, c'était à cause de la quantité de centimètres qui les séparait. Pas 3 ou 4, mais au moins 15. Et puis il y avait la largeur de cet homme. « Pourquoi ne m'avez-vous pas tué comme ce type, ce Billy ? Ou bien est-ce que cela n'a aucun sens de poser cette question ? Êtes-vous même au-delà des pourquoi ?»« Oh merde, nous sommes tous au-delà des pourquoi, tu le sais bien, toi, » dit le flic, en découvrant ses dents sanglantes, dans un sourire dont Johnny se serait volontiers passé. « Tout ce qui compte, écoute attentivement, c'est que je pourrais te laisser partir. Est-ce que tu aimerais ça ? Tu dois bien avoir encore 2 livres aussi stupides qu'inutiles dans la tête, peut-être même une demi-douzaine. Tu pourrais en écrire quelques-uns avant que résonne le clap de fin tonitruant et que le coroner qui t'attend au bout de la route t'emmène. Je suis certain qu'avec assez de temps, tu pourrais laisser cet intermède derrière toi et te convaincre une fois de plus que ce que tu fais justifie en quelque sorte ton existence. Est-ce que ça te plairait, Johnny ? Est-ce que tu aimerais que je te rende ta liberté ?» Sans aucune raison, et pendant un instant cauchemardesque, Johnny crut qu'il allait rire. Mais cela passa vite et il hocha la tête. « Oui, j'aimerais beaucoup. »« Oui, libre, comme l'oiseau hors de sa cage, » dit le flic. Il écarta les bras pour faire une démonstration d'envol, et Johnny vit que les taches sanglantes sous ses bras s'étaient étendues. Sa chemise d'uniforme était maintenant écarlate le long de la couture déchirée et presque jusqu'à la ceinture. Donc il crut que son nouveau compagnon de jeu eut la moindre intention de le libérer. Oh non. Mais le dit compagnon de jeu n'allait pas tarder à n'être plus qu'un morceau de boudin enveloppé dans son uniforme, et s'il pouvait lui rester en vie et en bon état jusqu'à ce que cela arrive. « Bon, d'accord, » dit le flic. « Voilà le marché, Caïd. Tu me fais une pipe, tu le fais et je te laisse partir. Il n'y a pas de lézard. » Il ouvrit la fermeture à glissière de sa braguette et descendit l'élastique de son slip. Sortit alors quelque chose qui ressemblait à un serpent blanc, mort. Johnny observa sans surprise le filet de sang qui s'en écoulait. Le flic saignait par tous les autres orifices. « Pour en revenir à la littérature, » dit le flic en souriant, « et à cette fellation particulière, je te suggère de suivre le conseil de la reine Victoria. Ferme les yeux et pense à une tarte aux fraises. » Johnny Marinville regarda la bite du maniaque, puis le visage souriant du maniaque, puis à nouveau sa bite. Il ne savait pas à quoi s'attendait le flic. Des cris, un haut-le-cœur, des larmes, des suppliques mélodramatiques. Mais il savait très clairement qu'il ne ressentait pas ce que le flic voulait qu'il ressente, ce que le flic pensait probablement qu'il ressentait. « Tu ne sembles pas comprendre que j'ai vu des choses encore bien pires qu'une bite pissant le sang, et pas seulement au Vietnam, » pensa Johnny. La colère l'envahissait à nouveau, menaçant de le submerger. Oh oui, c'est sûr, c'était ça. La colère avait été toujours sa drogue préférée, pas le whisky, ni la coke, ni les filles. La bonne vieille rage. Elle n'avait rien à voir avec ce que le flic avait sorti de son pantalon, et ça, ce type ne le comprendrait pas.
Ce n'était pas un problème sexuel. Sa fureur tenait au fait que Johnny Marinville n'avait jamais supporté qu'on lui brandisse quoi que ce soit sous le nez. « Je vais me mettre à genoux devant vous, si vous voulez, » dit Johnny. Il avait parlé d'une voix douce, mais quelque chose dans le visage du flic changea vraiment pour la première fois. Il sembla soudain sans expression, sauf l'œil intact qui se rétrécit, soupçonneux. « Pourquoi me regardes-tu de cette façon » demanda le flic. « Qu'est-ce qui peut bien te donner le droit de me regarder comme ça ?» Tac. « Qu'importe la façon dont je te regarde, » dit Johnny. « Écoute-moi, fils de pute. 3 secondes après que j'aurai mis ton rat de braguette dans ma bouche, il se retrouvera sur le pavé. Est-ce que t'as compris ? Tac. » Sur la pointe des pieds, il cracha ce dernier mot au visage du flic, qui, un instant, sembla plus que surpris, en état de choc. Puis son expression se crispa en une crampe de rage, et il poussa Johnny si fort que pendant 1 seconde, il eut l'impression de voler. Il heurta le bâtiment, vit des étoiles en se cognant la tête contre la brique, rebondit et s'étala de tout son long. Toutes ses anciennes blessures le torturaient, et il y en avait de nouvelles, mais l'expression qu'il avait vue sur le visage du grand flic en valait la peine. Il leva les yeux pour voir s'il était toujours là, cherchant à le sonder, un peu comme une abeille butinant une fleur, mais son cœur s'arrêta de battre dans sa poitrine. Le visage du flic s'était transformé. La peau ressemblait à une couche de fond de teint ou de peinture, irréelle. Même l'œil injecté de sang semblait irréel. C'était comme s'il y avait, sous celui que Johnny pouvait voir, un autre visage, repoussant la chair qui le recouvrait, prêt à sortir. L'œil valide du flic se fixa un moment sur lui, puis sa tête se redressa. Il pointa vers le ciel les 4 doigts de sa main gauche. « Tac, ah, là » dit-il de sa voix gutturale et gargouillante. « Timo, Candelar, on !» Il y eut des claquements successifs, comme des vêtements séchant dans le vent, et une ombre tomba sur le visage de Johnny. Il entendit un cri rauque, pas vraiment un croassement, puis quelque chose muni d'ailes rugueuses s'abattit sur lui en émettant à nouveau ce cri inhumain. Des cerfs s'agrippèrent à ses épaules en se prenant dans les plis de sa chemise. Un bec explora son cuir chevelu. C'est l'odeur qui apprit à Johnny ce que c'était, une odeur de viande avariée. Les énormes ailes battirent de chaque côté de son visage, tandis que la chose se stabilisait, imposant sa puanteur à la bouche et au nez de Johnny, pénétrant en lui jusqu'à l'étouffer. Il vit le berger allemand au bout de sa corde, oscillant tandis que les choses pelées et chauves tiraient sa queue et une de ses pattes avec leur bec. Maintenant, un des charognards était juché sur lui, un qui apparemment n'avait jamais entendu dire que les busards étaient peureux et n'attaquaient que les morts. Et son bec traçait des sillons dans ses cheveux, les gratignait jusqu'au sang. « Fais-le partir !» cria Johnny, complètement paralysé. Il tenta de saisir les grandes ailes battantes, mais n'attrapa qu'une poignée de plumes. Il n'osait pas ouvrir les yeux, de crainte que le busard ne change d'objectif et ne s'y attaque. « Seigneur, je vous en supplie, faites-le partir !»« Dans ce cas, dit le flic, est-ce que tu me regarderas comme il faut ? Plus d'insolence, plus d'irrespect ?»« Non, plus jamais, jura Johnny. Il aurait promis n'importe quoi. Ce qui avait bondi du fin fond de lui et injurié le flic était parti désormais. L'oiseau l'avait extirpé comme un ver d'un fruit. « C'est promis ?» demanda le flic. Et l'oiseau qui battait des ailes, criait et lui tirait les cheveux, qui sentait la viande avariée et les entrailles exposées, l'oiseau sur lui le mangeait vivant. « Oui, oui, je vous le promets, hurla Johnny. « Va te faire foutre, dit calmement le flic. Va te faire foutre ou pas, avec tes promesses. Débrouille-toi tout seul, ou crève. » Les paupières serrées, à genoux, tête baissée, Johnny chercha l'oiseau à tâtons, l'attrapa par les ailes à l'endroit où elle se raccordait au corps et détacha la bête de sa tête. L'oiseau s'agitait frénétiquement en l'air au-dessus de lui, chiant des flots blancs que le vent entraînait comme des rubans, criant de sa voix rauque, sauf que maintenant c'était aussi un cri de douleur, la tête se tordant d'un côté puis de l'autre. Secoué de sanglots, en proie à un insurmontable dégoût, Johnny lui arracha une aile et lança le busard contre le mur. L'oiseau le regarda de ses yeux noirs comme le goudron, ouvrant puis refermant son bec ensanglanté en un claquement liquide. « C'est mon sang, salaud !» pensa Johnny. Il jeta l'aile qu'il avait arrachée et se leva. Le busard tenta de le fuir en agitant son unique aile comme une rame, ce qui souleva du sol poussière et plumes. Il allait atteindre la voiture de police de désolation quand Johnny abattit sur lui une de ses bottes de moto, lui brisant le dos. Les pattes osseuses de l'oiseau s'étalèrent de chaque côté, comme s'il essayait de faire le grand écart.
Johnny se couvrit les yeux de ses mains, persuadé un instant que son esprit allait se briser comme le dos de l'oiseau. « Pas mal, dit le flic, tu l'as eu, et bien eu. Maintenant, retourne-toi. »« Non, dit Johnny, sans enlever ses mains de ses yeux, ni cesser de trembler. »« Retourne-toi, répéta le flic. Et c'était un ordre à ne pas ignorer. Il se retourna et vit le flic qui pointait à nouveau 4 doigts vers le ciel. Johnny leva les yeux et vit d'autres busards, 2 douzaines au moins, assis en file sur le mur nord du parking et qui les regardaient du haut de leur perchoir. « Tu veux que je les appelle » demanda le flic d'une voix hypocritement gentille. « Je le peux, tu sais. Les oiseaux sont un de mes passe-temps préférés. Ils te boufferont vivant, si c'est ce que tu veux. »« Non, je ne veux pas, » dit Johnny. Il regarda le flic et vit avec soulagement que sa braguette était refermée. Une tache de sang s'élargissait pourtant sur le devant de son pantalon. « Quel est le mot magique, Johnny » demanda le flic. Pendant un moment horrible, il n'eut aucune idée de ce que le flic voulait qu'il dise, puis cela lui revint. « S'il vous plaît. »« Et es-tu décidé à te montrer raisonnable » demanda le flic. « Oui. »« Je n'en suis pas certain, » dit le flic, comme s'il se parlait à lui-même. « Je me demande... » Johnny le regardait, sans rien dire, sans colère. Il était vidé de tout, et ne restait qu'un profond engourdissement. « Ce garçon, » dit le flic, en levant les yeux vers le premier étage de l'immeuble municipal, signalé par quelques fenêtres opacifiées et munies de barreaux. « Ce garçon trouble mon esprit. Je me demande si je ne devrais pas te parler de lui. Peut-être pourrais-tu me conseiller ?» Le flic croisa les bras, leva les mains et commença à frapper ses clavicules de ses doigts, comme plutôt il avait tapoté le volant, sans quitter Johnny des yeux. « Ou bien ferais-je mieux de simplement te tuer, Johnny ? Ce serait sans doute la meilleure chose. Quand tu seras mort, peut-être t'octroieront-ils ce prix Nobel que tu désires tant ? Hein, qu'en penses-tu » Le flic leva la tête vers les busards perchés sur le mur et se mit à rire. Ils lui répondirent de leurs cris rauques et perçants, et Johnny fut incapable de réprimer l'idée qui lui vint alors. C'est horrible, parce que c'est très convaincant. Oui, ils se moquent de lui, parce que ce n'est pas sa plaisanterie, c'est leur plaisanterie. Un coup de vent balaya le parking, faisant tituber Johnny et déplaçant comme un plumeau l'aile arrachée au busard. La lumière du jour faiblissait, trop vite. Il regarda vers l'ouest et vit que la poussière soulevée avait voilé les montagnes et pourrait bien sous peu les effacer complètement. Le soleil brillait toujours au-dessus de cette espèce de brume, mais cela ne durerait pas. C'était une tempête qui se dirigeait vers eux. Les 5 personnes enfermées dans les cellules, les Carver, Mary Jackson et le vieux monsieur aux cheveux blancs, écoutèrent l'homme crier et les bruits qui accompagnaient ces cris. Impressionnants cris d'oiseaux et battements d'ailes, et finalement ils cessèrent. David espérait que personne d'autre n'était mort en bas, mais en y réfléchissant, c'était peu probable. « Comment avez-vous dit qu'il s'appelait » demanda Marie. « Collie Entragian » répondit le vieil homme, que les cris semblaient avoir épuisé. « Il est arrivé d'une ville minière du Wyoming il y a une quinzaine d'années. À peine sorti de l'adolescence, il était. Il voulait faire policier, mais il n'y est pas arrivé. Alors il a travaillé pour la compagnie Diablo au puits. Et il était là quand Diablo s'est préparé à plier bagages. Il était de l'équipe de fermeture, si je me souviens bien. »« Il nous a dit, à Peter et à moi, que la mine était ouverte, » dit Marie. Le vieil homme secoua la tête d'épuisement ou d'exaspération, au choix. « Oui, la vieille chinoise n'est pas épuisée, mais ils ont tort. C'est vrai qu'ils sont revenus s'agiter dans le coin, mais ils n'en sortiront pas une once. Ils vont juste perdre l'argent des investisseurs et puis la refermer. Personne n'en sera plus content que Jim Reed. Il en a marre des bagarres d'ivrognes, et on sera tous contents quand ils quitteront à nouveau la vieille chinoise. Elle est hantée, c'est ce que pensent les ignorants par ici, et je suis l'un d'eux. »« Et qui est Jim Reed » demanda Ralph. « C'est le chef de la police urbaine, » répondit le vieil homme. « Ce qu'on appellerait un commissaire de police dans une grande ville, mais on n'est plus que 200 à Désolation de nos jours. Jim avait 2 adjoints à plein temps, Dave Pearson et Collie. Personne ne pensait que Collie resterait dans le coin quand Diablo a plié bagages, mais il est resté. Il n'était pas marié, et il avait une pension d'invalidité. Il a traîné dans le coin un moment, il faisait des petits boulots, et puis Jim a commencé à lui donner du travail. Il se débrouillait bien, alors le conseil municipal a accepté la recommandation de Jim, et ils l'ont engagé à plein temps en 1991.
Mais 3 types, ça semble beaucoup pour une si petite ville, objecta Ralph. C'est pas faux, dit le vieil homme. Mais on a de l'argent de Washington, l'aide aux zones rurales sinistrées, et puis on a décroché un contrat avec le comté de Sedalia pour faire respecter l'ordre dans la région. Excès de vitesse, conduite en état d'ivresse, tout ça. Des coyotes hurlèrent au dehors, et le vent qui fraîchissait amplifia leurs cris. Et pourquoi est-ce qu'il a une pension d'invalidité demanda Marie. C'est un problème d'ordre mental? Non, dit le vieil homme. Le camion qu'il conduisait s'est retourné à la mine, à la chinoise. C'était juste avant que les gens de Diablo y renoncent. Et il s'est éclaté un genou. Il s'est bien remis, mais il boitait. On ne pouvait pas le nier. Bah alors, c'est pas lui, affirma Marie. Le vieil homme la regarda, ses sourcils broussailleux levés. L'homme qui a tué mon mari ne boite pas? Non, reconnut le vieil homme avec une sorte de sérénité. Non, il ne boite pas, mais c'est bien Colly. Je l'ai vu presque tous les jours depuis 15 ans. Je lui ai payé des coups au tambour crevé, et il m'en a payé quelques-uns à son tour à la chope. C'était un de ceux qui sont venus à la clinique quand il y a eu ce casse. Il y a eu des photos, et il a relevé les empreintes. Il cherchait peut-être de la drogue, moi j'en sais rien, et on les a jamais pris. Êtes-vous médecin, monsieur demanda David. Je suis vétérinaire, répondit l'homme. Je m'appelle Tom Billingsley. Il tendit une grande main usée pour serrer la petite main gênée de David. En bas, une porte s'ouvrit brutalement. Nous y voilà, grande John, dit le flic, dont la voix joviale gagna le haut de l'escalier. Ta chambre t'attend. Oh, ta chambre, bon sang, un véritable appartement professionnel. Allez, monte. On a oublié le traitement de texte, mais on t'a laissé des murs formidables et quelques pensées profondes comme suce ma bite et j'ai baisé ta sœur pour que l'inspiration ne te manque pas. Tom Billingsley regarda en direction de la porte qui donnait sur l'escalier, puis reporta les yeux sur David. Il parla assez fort pour que les autres entendent, mais c'était bien David qu'il regardait, c'était à lui qu'il semblait vouloir s'adresser. Et je vais te dire quelque chose d'autre. Il est plus grand. Qu'est-ce que vous voulez dire demanda David, qui pourtant avait l'impression de savoir. Ce que j'ai dit. Colly a jamais été un avorton. Il faisait bien son mètre 90 passé, je dirais, et pesait dans les 120 kilos. Mais maintenant. Il jeta un coup d'œil vers la porte, vers le son qui y approchait, vers le bruit de pas, 2 paires de pieds. Puis il reporta ses yeux sur David. Je dirais qu'il a pris 10 centimètres de plus, pas toi? Et bien 30 kilos. Mais c'est de la folie, s'écria Hélène. C'est complètement idiot. Oui, madame, admit le vétérinaire aux cheveux blancs. Mais c'est vrai. La porte s'ouvrit toute grande, et un homme au visage ensanglanté, et dont les longs cheveux gris étaient aussi maculés de sang, fut projeté dans la pièce. Il ne la traversa pas avec la grâce de ballerine de Mary Jackson, mais trébucha jusqu'au milieu avant de tomber à genoux, les mains en avant pour éviter de heurter le bureau. L'homme qui le suivait était celui qui les avait tous amenés ici, et pourtant ce n'était pas lui. C'était une sorte de gorgone sanglante, une créature qui semblait se désintégrer devant leurs yeux. Il les regarda à tour de rôle, caché derrière le rempart en décomposition de son visage, la bouche ouverte en un large sourire sans dents. « Regardez-nous un peu, dit-il d'une voix épaisse et sentimentale. « Regardez-nous, Seigneur, quelle belle grande famille heureuse !»